Ok, donc merci d'être venu, même si on est genre en petit comité, hein. Euh, je vais vous présenter l'Open Source Intelligence. Donc c'est une petite introduction. C'est pas un truc pour les experts, c'est pas forcément hyper avancé ce que j'ai montré, mais c'est un peu des principes qui sont assez importants si on est intéressé par la sécurité informatique ou si on est intéressé par la sécurité en général, pas que en informatique. Donc voilà ce qu'on va faire. D'abord, on va regarder un peu quelques définitions. On va expliquer certains termes. On va expliquer pourquoi l'open source intelligence c'est important en sécurité informatique. On va aussi voir quelques utilisations en dehors de la sécurité informatique. On va voir des exemples de la vie réelle ou un peu plus hypothétique aussi. Quelques outils qu'on peut utiliser et aussi on va tirer quelques conclusions sur, l'utilité de, ce qu'on appelle le renseignement à source ouverte. Donc d'abord les définitions. Euh, donc OSINT, c'est Open Source Intelligence. Il y a un peu deux parties. D'abord il y a la partie open source, donc ça veut dire que ça vient d'une source publique qui est disponible à la majorité des personnes. C'est pas la définition software de open source. Ça n'a rien à voir avec les licences ou les choses comme ça. C'est vraiment open source dans le sens une source d'information qui est ouverte. Et intelligence, donc c'est le renseignement en français. C'est-à-dire que c'est n'importe quelle information qui est utile et sur laquelle on peut travailler. Donc ça peut être, moi en tant qu'entreprise, j'ai envie de chercher des clients. En tant que gouvernement, je veux savoir s'il y a des personnes qui sont violentes. En tant que, je sais pas, chercheur, j'aimerais découvrir des choses que peut-être personne n'a fait attention, mais qui sont quand même disponibles pour tout le monde. Et ça existe, donc le renseignement, il est sous plusieurs formes. Donc par exemple, UMINT, c'est le renseignement humain. Donc c'est juste discuter avec des gens et puis obtenir des informations à ce niveau-là. IMINT, c'est au niveau de l'imagerie, donc par exemple les images satellites. SIGINT, je crois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent, c'est des signaux radio par exemple. Et CBINT, c'est tout ce qui est lié à Internet et au cyber. Euh, Souvent, quand on fait de l'open source intelligence, c'est qu'on veut du coup investiguer quelque chose. On veut faire une investigation vraiment un peu de la même manière que la police fait ses investigations. Donc ça, c'est le cycle classique des investigations. Je crois que c'est un peu petit. On voit d'abord il y a une action qui se passe quelque part. Je sais pas, il y a un meurtre. Là, je vais prendre l'exemple avec la police. Il y a un meurtre et il y a des traces de sang par terre qui ont été créées à cause du meurtre. Donc l'action, c'est le meurtre ou l'attaque. Ça va créer des traces. Les traces, c'est vraiment un peu l'élément essentiel et c'est là où on va retrouver notre open source intelligence. Les traces et l'open source intelligence, c'est un peu la même chose. En gros, l'open source intelligence, on peut dire que c'est, si je le dis en français, c'est le renseignement à source ouverte. C'est vraiment des traces qu'on a vues et qu'on se dit, ah, ça c'est intéressant. Ces traces, justement, quand on les observe, ça devient un peu des indices. Et on peut leur donner une signification. Par exemple, quand il y a un meurtre, les traces de sang elles existent même s'il n'y a aucun policier qui va voir le meurtre. Mais quand il y a un policier qui vient sur place et qui observe, il y a du sang, donc il y a sûrement eu quelque chose d'autre. Et là, ça devient un indice. Pareil pour, par exemple, des traces sur un réseau, des logs, c'est aussi une forme de trace. Elles existent aussi, même si je ne les ai pas vues directement. Et après, une fois qu'il y a ça, quand on continue une investigation, on a les indices, on va les utiliser pour recréer, un peu pour créer des hypothèses. Donc c'est ce côté-là. Et avec ces hypothèses, on va essayer de retrouver quelle est l'action qui a été faite. Ça, c'est le cycle classique policier. C'est comme ça que ça fonctionne en général quand on a une investigation. Mais ce qu'on voit, c'est que ça marche aussi de la même manière quand on fait une investigation ou quand on fait de la recherche en informatique ou en sécurité informatique. On veut faire un pentest, par exemple. On veut voir si une cible si elle est vulnérable ou s'il y a des informations qui pourraient nous intéresser. Donc, ce qu'on va voir, c'est que, par exemple, l'action, c'est il y a des logs, il y a je sais pas, quelque chose qui n'a pas été mis à jour ou une faille qui a été exploitée et ça a créé des traces, par exemple sur des logs sur le réseau.
avec ces logs, on peut regarder par exemple les actions qui ont été faites. Est-ce qu'il a eu accès aux routes de mon serveur? Est-ce qu'il a genre d'où il venait? Est-ce qu'il a commencé à installer d'autres programmes aussi sur ma machine? On va pouvoir tirer des conclusions et ensuite faire des hypothèses. Et puis en gros, on va créer plein d'hypothèses. On va un peu les faire se battre les unes contre les autres. Et la meilleure des hypothèses, c'est celle qui va tenter d'expliquer au mieux ce qui s'est passé avant. Donc, quand on essaie de faire de la défense, c'est aussi important de connaître ce cycle un peu de comment une investigation, parce qu'en gros, c'est ce qu'on fait, comment ça fonctionne. Quelqu'un qui est plutôt du côté attaque va aussi utiliser ce genre de principe. Il va avoir, par exemple, il va chercher à faire du fingerprint, donc à identifier quel type de système il est en train de cibler. Et il va, donc c'est à partir de traces aussi de sources disponibles pour tout le monde, qu'il va trouver peut-être des cibles intéressantes. Il va dire que c'est, par exemple, la preuve que c'est un serveur qui n'a jamais été mis à jour, ce genre de choses. Et ensuite, il va faire des hypothèses sur quel type de système c'est, et avec ça, il va pouvoir attaquer. Donc, c'est vraiment, en général, c'est la première étape quand on fait une attaque informatique, c'est se renseigner sur notre cible, en fait. Donc, on a vu, c'est vraiment utilisé dans ces trois contextes différents. Donc, en tant que, déjà de base, c'est ce qui est utilisé pour les investigations criminelles, mais c'est aussi quand on veut faire de la réponse d'incident, donc quand on s'est fait attaquer ou notre entreprise s'est fait attaquer, et aussi du point de vue attaquant, c'est la même chose qu'on va faire. Donc c'est juste le but, c'est de trouver des informations qui sont intéressantes et quelle est l'action qui était à la base, qui nous permet d'identifier nos cibles ou des choses comme ça. Donc pourquoi c'est important en sécurité informatique? C'est parce que déjà, c'est la première étape qui est utilisée par tous les attaqueurs. C'est toutes les personnes qui essayent de viser un système vont essayer de ramasser le plus d'informations possible sur leur cible. Donc c'est vraiment un peu la base de toute attaque, c'est chercher des informations. Et c'est toujours, ou la plupart du temps, c'est des informations qui sont disponibles au grand public. Ensuite, c'est disponible, pour tout le monde, donc c'est facile à accéder. C'est pas comme si on avait besoin d'être dans une, par exemple, peut-être les policiers, ils ont accès à des bases de données que la plupart des gens n'ont pas accès, mais ça c'est vraiment disponible pour tout le monde, donc c'est hyper facile, et c'est hyper facile d'avoir accès à ces informations si on cherche un peu, et c'est gratuit. Donc ces sources ouvertes, elles sont disponibles à qui le veut, en fait. C'est juste, et vu que le côté financier c'est aussi assez important pour les gens qui essayent d'attaquer, ils vont clairement se baser là-dessus pour faire des attaques. Donc c'est utile pour des gens qui font de la recherche, les entreprises qui cherchent à savoir s'il y a des informations qui ont sorti, les institutions gouvernementales, la police, ce genre de choses. Ça c'est un peu le schéma de base d'une attaque informatique. Ça va du haut en bas. En gros, la première étape, c'est ce que je disais, c'est la recherche d'informations. Et on veut que ce soit le plus large possible. C'est pour ça que c'est une espèce de triangle. Donc, c'est-à-dire, plus j'ai d'informations, plus je vais pouvoir faire une attaque ciblée. Plus je sais de choses sur des systèmes que je veux attaquer, mieux je vais pouvoir me diriger, je vais être plus efficace dans mon attaque. Donc, première étape. Deuxième étape, c'est peut-être aller scanner exactement là où je peux rentrer. Ces deux premières étapes, elles peuvent être un peu mélangées. Et la troisième étape, c'est exploiter et puis attaquer la faille qu'on a trouvée. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important, c'est que c'est la base de toute attaque informatique, c'est de la recherche d'informations. Et en tant que technicien, la plupart du temps, on n'apprend pas forcément ce genre de choses, on apprend plutôt à coder, ou on apprend plus des choses plus techniques, genre c'est quoi un buffer overflow, ou ce genre de choses. Mais on n'apprend pas le côté, oui, mais un hacker, disons un vilain pirate, il va d'abord faire une espèce d'investigation avant de nous attaquer. Il va pas directement se mettre à faire que de la technique et puis à coder un monstre truc qui va nous permettre d'accéder en remote à des trucs. Non, base, il cherche des infos. Il y a plein de sources pour ces informations. On peut les avoir en remote, donc ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être des informations sur
l'entreprise, c'est qui le patron, c'est qui les employés, les emails, on peut trouver par exemple, trouver les emails qui sont disponibles en utilisant différents moteurs de recherche, il y a des outils qui permettent de faire ça. Les médias sociaux, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Les métadatas, par exemple, pour les photos, on a souvent un géocode qui est lié, donc on peut trouver la localisation d'où a été prise la photo. Et si on lit ça avec les réseaux sociaux, on peut avoir l'endroit et le lieu, l'endroit et le moment là où il y a des gens qui étaient. Et si on a ça, on peut même en quelques lignes de code, on peut créer un outil qui est un peu creepy et on peut suivre une personne à la trace. Donc c'est vraiment, ça fait quand même assez peur de savoir qu'il y a une assez grande majorité des gens qui ont ça qui est activé de base. Des agences gouvernementales, par exemple en Suisse on a l'agence fédérale de l'aviation, et si on a le code de l'avion, on peut trouver le propriétaire de l'avion. Et donc après on peut lier ça à des outils en ligne pour savoir quels avions au-dessus de moi il y a en dessous de moi en ce moment même et c'est qui le propriétaire. Donc ça fait assez peur. Et quand on va sur place, donc quand on fait un test de sécurité, on peut regarder c'est quoi le type de bâtiment, est-ce qu'il y a des contrôles d'accès, où est-ce qu'il se trouve le data center, est-ce qu'il y a des protections pour y accéder. On peut écouter les discussions que les employés ont entre eux pour savoir c'est quoi qui est actuellement le souci de l'entreprise. On peut aussi écouter les radiofréquences, donc il y a vraiment de tout, on peut trouver vraiment plein d'informations là-dessus. Et les images satellites, j'ai mis ça comme étant de l'open source intelligence parce qu'il y a des outils qui permettent de trouver, qui permettent en ligne d'obtenir des images vraiment très précises au niveau satellite, et on peut voir des évolutions entre différentes dates, par exemple si un bâtiment a été construit, ce genre de choses, ça on le verra juste après dans les exemples. Et il y a plein d'autres utilisations à part en sécurité informatique. Donc ceux qui veulent faire du journalisme d'investigation, c'est très important, on peut trouver plein d'informations en utilisant ce genre d'outils. Comme on a vu, la police aussi utilise clairement ce genre de choses. Si on est une entreprise et qu'on veut avoir des informations sur nos concurrents, on va aussi peut-être utiliser ça. C'est vraiment du renseignement, c'est pas de l'espionnage. Donc c'est des choses qui sont ouvertes. On ne va pas aller dans une entreprise et puis voler des choses. Non, là c'est vraiment les choses qu'on sait, que tout le monde sait. On peut voir s'il y a des risques pour, disons en général. Donc souvent les attaques terroristes ou les personnes qui sont un peu violentes, juste avant de faire leur attaque, elles écrivent quelque chose sur un réseau social où elles vont dire je vais tous vous tuer ou ce genre de choses. Donc ça peut être aussi une source, on pourrait utiliser ça pour s'occuper de ce genre d'informations. Donc DFIR, donc c'est quand il y a des incidents et qu'on s'est fait attaquer nous, c'est aussi, on l'a vu avant, ça peut être utilisé. Si on est un État et qu'on veut voir ce que l'État ennemi fait, on peut aussi utiliser ça. Donc si on est, par exemple, je vais prendre un exemple, là c'est vraiment un exemple, et je suis les États-Unis et je veux voir ce que l'Iran fait. Apparemment c'est un truc à la mode en ce moment. Je vais sûrement, si j'ai, je suis des États-Unis, donc j'ai sûrement des satellites un peu plus précis que des trucs qui sont disponibles pour tout le monde, mais on pourrait prendre des images satellitaires et puis faire des comparaisons pour voir, là il y a peut-être un site où ils construisent une bombe nucléaire, et puis savoir la localisation. Pour la recherche aussi, c'est intéressant. Moi je fais assez souvent ça juste pour me marrer, voir qu'est-ce qui se passe. Et moi ça me fait marrer, donc voilà. Et voilà, j'ai dit que c'était très important le renseignement à source ouverte, parce que c'est très facile d'accès et il y a toutes ces applications. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aussi. On va faire quelques exemples. D'abord, on va voir au Laos, il y a une zone économique un peu spéciale, qui s'appelle Golden Triangle Special Economy Zone. Donc si on traduit en français, ça fait la zone économique spéciale du Triangle d'Or. Donc le Triangle d'Or, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région en Asie du Sud-Est où il y a la plus grande production d'opium et de méthamphétamine. C'est une des régions. Il y a ça, il y a le croissant d'or, je crois aussi, c'est appelé au Pakistan, en Afghanistan. Donc
il y a cette zone qui existe et qui est vraiment légalement un truc un peu exclusif qu'ils ont créé au Laos parce que justement il y a un peu des business un peu bizarres qui se passent là-bas. Et on va voir aussi des exemples quand on fait du test de sécurité ou des captures de flag avec un exemple à l'Insomniac qu'on a eu cette année. Donc au Laos, il y a cette zone économique spéciale qui est un peu connue pour avoir des activités commerciales un peu bizarres. Par exemple, ils vendent des animaux en voie de disparition. Il y a aussi des liqueurs d'animaux comme ça qui sont vendus. Enfin, il y avait ce que j'ai vu, c'était une image d'un aquarium avec, je crois que c'était l'ossature d'un tigre à l'intérieur et c'était que de l'alcool. Enfin, c'est vraiment des trucs un peu bizarres comme ça qui se passent. Donc, j'ai vu, en fait, j'ai vu ça dans un documentaire. J'étais ok, bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je sais comment avoir des informations sur cette zone. Je vais regarder. Donc j'ai dit une zone où ils font beaucoup d'opium et c'est assez grand comme zone, mais c'est vraiment c'est l'intersection entre le Laos, la Birmanie et le Vietnam, je crois. Et c'est vraiment dans cette zone-là qu'il y a le plus d'activités un peu comme ça spéciales. Donc je me suis dit, ok, je vais visiter, puis je vais voir un peu des choses. Donc là on voit pas très bien sur l'image, mais je sais pas si vous arrivez à vous représenter. On voit un peu une espèce de petit carré à côté, genre c'est dans la forêt, il y a une maison à côté, donc on peut penser que ces carrés sont pas très grands. Puis je me suis dit, bon ok. Alors j'utilise des images satellitaires. Ce qui est bien, c'est que on n'a pas besoin d'aller là-bas. Hein, j'ai pas forcément l'argent pour aller au Laos. Mais on ne peut pas vraiment confirmer ce qui se passe parce que je vois juste cette image. Bon, j'ai une bonne résolution, mais je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est. Donc, c'est un peu le problème avec les images satellitaires. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu la différence entre ces deux images. Donc, il y en a une qui a été prise en fait, elles ont été prises à deux dates différentes. Ça, c'était ça fait quoi? Ça fait juillet. Et puis ça, c'était en septembre. Puis on voit qu'il y a un gros carré là qui a disparu, qui est plus là. Il y a quelques trucs un peu plus haut, là, ici, qui sont plus là ici. Alors là, peut-être qu'on ne le voit pas très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une différence des images. Et on voit qu'il y a vraiment un peu des zones où il y a eu du mouvement. Je me suis dit, c'est intéressant, on parle de trafic d'animaux dans cette zone. Je vois des espèces de petits blocs comme ça, pas très grands, qui bougent. En quelques mois, il y en a peut-être une dizaine qui ont bougé. Ok, donc est-ce que ça serait peut-être des cages d'animaux? C'est une hypothèse que je me suis fait parce que vu la taille du bâtiment, moi j'ai estimé à peu près entre 1 et 3 mètres de long, puis 90 cm, 1,50 m de large. Donc c'est vraiment, il y a de quoi juste mettre un tigre, puis enfin juste quoi. Et on n'est pas sûr. Enfin moi je dis ça, mais je suis pas sûr de ce que c'est. Mais c'est une supposition qu'on peut faire. Ok, maintenant c'est peut-être les choses qui vont peut-être plus intéresser les gens qui sont en informatique. Donc c'est un autre exemple. On veut faire un audit de la compagnie A. On veut faire comme si on était un méchant et on veut du coup on peut obtenir des données sur les employés et puis on peut utiliser ces données pour accéder à des systèmes auxquels on n'avait à la base pas le droit. Par exemple, si on sait que telle personne est très très fan de, je sais pas, des chats, et puis qu'on lui envoie un email de phishing en mode sauvez les chats, donnez-nous de l'argent, cliquez sur ce lien, puis le lien en fait c'est juste un PowerPoint avec une macro qui exécute un exploit. Enfin, c'est assez important de savoir comment vont réagir les gens à ces attaques de phishing. Donc c'est pour ça qu'on obtient les données. Ça c'est un autre exemple. À l'Insomniac, on avait eu un challenge, mais là il y a genre 3 personnes qui savent comment c'était ce challenge, donc voilà. On avait une page avec un accès qui était limité, et apparemment il y avait une backdoor, mais on ne savait pas exactement comment elle fonctionnait. Donc on s'est dit ok, mais il y a un petit copyright en bas, et puis c'est le nom d'un type. Donc si on va chercher sur plein de sites web, on trouve que ce type, c'est genre, il travaille à une compagnie, je ne me rappelle plus du nom, mais on a trouvé le nom d'où il bossait. Et avec le nom de son entreprise, on a pu trouver qu'il y avait un GitHub, et sur le GitHub il y avait le code, et puis avec le code on a pu obtenir les accès. Donc c'est aussi une utilisation, et tout ça c'est des sources libres, hein. Enfin tout ça c'est de l'open source intelligence, LinkedIn, GitHub, Facebook, tout ça c'est disponible pour tout le monde. Donc
qu'on a utilisé. Ok, ça c'est un autre exemple. On va dire qu'il y a un employé qui est sur Twitter et donc il travaille pour la compagnie qu'on a vue avant, pour l'entreprise, et il poste hyper souvent et du coup il a le réglage un peu de base où il y a la géolocalisation qui est activée. Heureusement pour nous, Twitter ils ont une API qui nous permet d'obtenir les tweets et aussi les infos de géolocalisation. Donc on va obtenir ça, on peut les mettre sur une carte et obtenir les habitudes des employés de l'entreprise. À partir des habitudes, on peut se dire, ok, mais du coup, on sait à quelle heure l'entreprise est ouverte, on sait quand est-ce qu'ils vont prendre leur pause cigarette et qu'ils vont vite mettre un truc sur Twitter. Enfin, il y a des gens qui font ça apparemment, donc voilà. Et ça, c'est assez intéressant si on veut faire une attaque plus physique. Donc si on veut, par exemple, on sait que c'est 10 heures, le type il va prendre sa pause clope, puis il va ouvrir la porte et nous on passe juste à côté de lui parce qu'on sait que c'est à ces heures-là à peu près qu'il est dehors. Donc c'est aussi une autre utilisation. On voit pas très bien, ça c'est un autre exemple, c'est pour obtenir des informations sur les emails des gens. C'est un outil qui s'appelle The Harvester. Il permet d'obtenir plein de choses différentes. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle des attaques de phishing spear. Donc spear c'est la pointe, donc c'est-à-dire que c'est hyper précis. Et on peut obtenir le nom des employés, par exemple si on vise une entreprise, les sous-domaines, les différents hôtes, les emails, c'est assez intéressant, et les ports ouverts sur les machines, tout ça. Donc ça c'est un des outils qu'on a, qui existe, qui nous permet de faire du renseignement de source ouverte. Donc là l'exemple c'est genre on veut faire semblant on veut prendre l'identité de quelqu'un d'autre. On va utiliser ça. Il y a plein d'outils qui existent. Donc Harvester pour les emails typiquement. Il y en a un qui s'appelle Creep.py. Donc c'est un outil qui permet de justement tracer la géolocalisation des gens. Le registre du commerce, ça peut être assez intéressant de voir une entreprise qui l'a créé, est-ce que leur statut de finance est bien ou est-ce qu'ils sont en banqueroute. Enfin, ça c'est assez. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à faire ce genre de choses quand on fait des attaques informatiques. On pense plutôt genre il y a un serveur et il y a des ports qui sont ouverts. Non, il y a aussi ce genre de choses qui peuvent être pas mal. Google Dorking, c'est genre faire des requêtes. Donc il y a Google qui a des requêtes un peu spéciales. Par exemple, site de point, le nom de l'entreprise. Entitled, ça c'est pour seulement chercher dans le titre. Donc on peut vraiment aussi avoir des attaques assez précises en utilisant ça. Shodan, c'est assez connu, c'est une entreprise qui a scanné en gros tout l'internet et puis qui redistribue l'information. Il y a des informations assez intéressantes là-dessus, genre les ports ouverts typiquement. Des outils d'extraction de metadata pour les images typiquement, ça va être assez intéressant. Savoir où ça a été pris, quand ça a été pris, peut-être même le matériel qui a été utilisé. Et il y a Casefile, ça c'est en gros l'outil général qui permet de gérer toutes les informations qu'on a obtenues. Donc en gros on crée un projet, on dit ok notre cible c'est compagnie A. Et puis on peut lier des personnes à cette entreprise, vraiment un peu comme dans les films où ils mettent des fils entre les gens et c'est la même chose sauf que c'est sur un écran. C'est exactement pareil. Et il y en a l'autre c'est Maltego, je sais plus, il y en a un des deux qui est open source, l'autre qui est payant, mais il y en a un qui est un fork de l'autre. Enfin c'est un peu, j'ai pas trop compris mais. En tout cas il est free. Free to use, ok, alors il est free to use mais il n'est pas open source. Et il y a une liste hyper complète à cette URL là qui est vraiment ça sera assez intéressant de voir un peu le panel d'outils qu'on a. Donc ce que je vous conseille c'est d'aller lire ça, puis genre prendre un outil, puis voir comment il fonctionne, et puis juste s'amuser un peu. Donc ça c'est aussi d'autres types de sources qu'on a, donc il y a Terra Server pour les images satellites, Sentinel c'est une autre source, Wikimapia qui est assez intéressante, c'est un site collaboratif avec plein d'informations sur des zones géographiques. Pour tout ce qui est aviation, il y a Flight Radar, ADBS Exchange qui n'est pas filtré, donc qui est moins filtré. Il y a certains vols qui ne sont pas sur Flight Radar mais qui sont en dessous. Et pour obtenir le nom des propriétaires des avions, moi j'ai développé un petit truc qui marche moyen, mais ça marche en tout cas pour la Suisse, la France, le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne, je crois. C'est les 5 que j'ai fait. Et bon, Shodan, on en a déjà parlé.
et les API des médias sociaux. Et je sais pas pourquoi il est là, mais il y a Geocrypy aussi qui permet d'obtenir ce qu'on a vu avant. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut se défendre contre ça? Oui. Il y a différentes manières de le faire. Soit on peut mettre en place des politiques dans les entreprises, mais c'est un peu embêtant. Enfin, c'est pas forcément le genre de truc qui est suivi tout le temps. C'est un peu des. On va vers les gens, on leur dit ah, faut suivre ce chemin-là, et puis si vous suivez ce chemin-là, il y a moins de données qui sortent. Mais c'est pas forcément hyper concret. Des exemples, c'est par exemple mettre toute une zone où tous les équipements personnels électroniques sont interdits. Donc il y a un sticker sur le sol qui dit à partir d'ici, stop. Vous posez vos natelles dans un casier et vous rentrez dans une zone où il n'y a aucune donnée qui doit sortir. Et on peut aussi genre isoler au niveau du réseau pour éviter qu'il y ait des données qui sortent. Mais bon, il y a toujours les clés USB, ça existe. On peut faire du monitoring, voir s'il y a des informations à propos de, genre si on a une cible potentielle, on peut se rechercher soi-même et puis voir s'il y a des gens qui parlent, ok, data leak, les utilisateurs de mon entreprise sont sortis, ce genre de choses. Et des sessions d'entraînement avec les employés, ça c'est un autre truc qu'on peut faire. Un truc qui pourrait être assez intéressant à faire pour les sessions d'entraînement, c'est par exemple on dit, ok, vous êtes une petite équipe de, je sais pas, 10 personnes, pendant toute la semaine qui suit, vous essayez de choper le plus d'informations sur les autres personnes. Et celle qui a plus d'informations sur l'autre, je sais pas, gagner un petit prix ou ce genre de choses. Ça c'est assez marrant, du coup ça fait un peu de concurrence. Puis c'est, à la limite, genre on offre, je sais pas, une plaque de chocolat à celui qui a eu le plus d'informations. Bah, ceux qui sont disponibles sur internet quoi, en tout cas. Donc comme conclusion, bah, d'abord techniquement c'est simple à faire, c'est pas du tout avancé, il n'y a pas besoin d'être un gros pierre de l'informatique de ouf pour vraiment savoir faire ça, il faut juste être un peu obstiné dans la recherche. Il y a beaucoup de sources différentes qui existent, il y a plein d'outils aussi, il y a plein d'utilisations. C'est important dans la sécurité informatique, donc même si c'est pas un truc qu'on apprend forcément, même genre à la HIG, je sais qu'on n'a pas, dans le cursus de sécurité informatique, on n'a pas de cours sur l'open source intelligence. On nous explique pas qu'il faut faire de la recherche sur les cibles et tout. On nous dit juste, voilà comment faire un buffer overflow, voilà comment faire une injection sur SQL. Mais on nous dit pas genre, mais d'abord, prenez le plus d'informations possible. Donc c'est un peu dommage. Pour le DFIR, donc les forensiques numériques et la réponse d'incidents, c'est aussi important parce comme ça on peut trouver qui nous a piraté et limite donner ça à la police. Pour se défendre soi-même, c'est aussi hyper important, et pour mettre du monitoring, on doit savoir quelle source prendre, quelle source on doit mettre sur écoute ou monitorer pour voir les trucs. Les contre-mesures, on a vu que c'est pas forcément super facile à faire. On peut juste mettre en place des politiques et espérer que tout le monde les suit, mais on sait que genre dans une grosse boîte, c'est pas forcément le cas. Du coup, c'est juste ça. Et puis peut-être un truc que je devrais ajouter là, c'est qu'il faudrait que ça fasse partie un peu de tout cursus de sécurité. Il devrait, même en informatique, il devrait parler de ça d'abord, avant de parler des trucs techniques. Donc voilà. S'il y a des questions ou pas de questions, il faut lever la main parce qu'il y a beaucoup de gens. Et sinon, je suis disponible sur internet. C'est mon site, noskill.me, @noskill sur Twitter et sur LinkedIn aussi. Il y a une question, oui. Sur Facebook, on peut choisir notre profil, comment le mettre. Ouais, ok, donc sur. Ouais. Du coup, si on met par exemple que les amis, Ouais. est-ce que quelqu'un qui va chercher des informations sur nous alors qu'il n'est pas ami avec nous, c'est aussi de l'open source ou pas? Non, parce que du coup, la source, elle est protégée. Parce que, en gros, tu as limité l'accès à. Donc, la question pour le stream, c'est est-ce que sur Facebook, par exemple, si on a réduit notre profil et puis limité l'accès à notre profil à, par exemple, que nos amis, est-ce que c'est de l'open source intelligence? Ben non, on peut pas, parce que c'est plus disponible là pour tout le monde. Maintenant, c'est devenu un truc privé en fait. Voilà. Mais c'est vraiment les photos sont disponibles. Si tu ne choisis pas, Oui. tout le monde peut voir tes photos. Oui. Beaucoup de choses que si tu es
labeled? Ils sont. Oui, si on t'a identifié sur une photo, tu peux, même si t'es pas ami, on peut voir que t'es dessus. Oui, oui, ça c'est un peu oui. Tout à l'heure, sur la slide où tu parlais du database location et des choses comme ça, Hein? tu disais peut-être des discussions entre les employés, tu peux Ouais. les entendre. Ouais. C'est légal? Alors, ça dépend. Si par exemple, si tu es en train de faire du pen test et que tu as un contrat qui dit oui, ok, tu as le droit, par exemple, tu as le droit d'accéder au serveur. Open source intelligence? Alors, ça dépend peut-être les législations. En Suisse, je suis pas sûr. Je sais qu'aux États-Unis, si tu es dehors, donc c'est public. Donc, tu as le droit par exemple, d'enregistrer n'importe quelle conversation qui a lieu sur le bord de la route, par exemple. Donc, si on prend du point de vue législatif, aux États-Unis, ça serait de l'open source intelligence. En Suisse, je crois que tu n'as pas le droit d'enregistrer quelqu'un à l'insu à leur insu, mais tu as le droit d'écouter une conversation. Enfin, tu es juste là. Tant que c'est dans ta tête, tant que tu l'as retenu, c'est de l'information que tu as obtenue. Donc, je sais pas. Ça peut pas être, par exemple, considéré comme d'espionnage industriel ou des choses comme ça? Je pense que c'est difficile à dire. Je pense que une conversation peut être considérée comme privée, mais franchement, je suis pas dans le droit. Mais Ouais, mais ça. c'est une bonne question. Aux États-Unis, je pense que ça serait considéré comme public, ouais. Je pense que si tu utilises ces informations-là dans un but quelconque, à ce moment-là, tu peux potentiellement te retrouver en difficulté vis-à-vis de la législation. En Suisse? Ouais. Ouais, ok. Donc en Suisse, ça pourrait potentiellement être, ça pourrait être illégal de faire ça. Okay. D'utiliser ces informations-là. Ok, de les utiliser. Mais Et de les rediffuser. Et ou de les. Ok. D'accord. Voilà, c'est tout. D'autres questions? Non? Mais Oui. pour le site, les outils, tu as Oui. parlé, est-ce que si on utilise, quelqu'un d'autre va dire ils ont été en train de préparer pour quelque chose. Ok. Il faut faire cryptique ou... Ok, oui, alors le truc c'est que si c'est des sources ouvertes et que par exemple, imaginons je vais obtenir des informations sur Twitter, c'est un bon exemple parce qu'il y a souvent de la géolocalisation, et que c'est moi par exemple la cible, non, disons Arnaud veut attaquer quelqu'un, disons c'est moi, et puis je suis désolé Arnaud, et du coup il cherche des informations sur Twitter. Mais moi, je vais pas savoir que c'est sur Twitter, parce que j'ai pas demandé à Twitter, qui c'est qui a fait des requêtes sur moi. Enfin, c'est une partie tierce. Une tierce personne. Donc peut-être que, enfin, moi je pourrais pas forcément savoir. Surtout si c'est des trucs libres d'accès comme ça, moi je peux pas savoir. Par exemple, je sais qu'il y a des photos. Typiquement, un exemple, c'est des photos à l'école des métiers. Chaque année, ils font une course. Et du coup, c'est sur leur site web, il y a les photos de tous les élèves qui font la course. Bah, du coup, moi je sais que je suis là-dessus, mais je sais pas forcément qui va regarder ces photos de moi en train de faire la course il y a 5 ans. Il y a les 20 km de Lausanne, c'est... Les 20 km de Lausanne? Ouais, t'as encore genre des archives avec tous les noms de tous les gens qui ont couru. Ah bah voilà. Bah, ça typiquement, c'est des sources que, donc les 20 km de Lausanne, ça pourrait être une source que la plupart des gens vont pas penser à aller voir. Et pourtant, ça peut être intéressant pour connaître un peu le type de personnalité de la personne qu'on cible. Donc, C'est les sportifs. ouais, exactement. Il y a aussi les résultats. Ouais, du coup, tu peux dire bravo pour machin, on est un sponsor parce qu'on a vu vous avez fait genre 14e au 20 km, vous êtes fort, machin. Et puis en fait, non, pas du tout. Tu veux juste avoir genre une signature sur un truc. C'est un générateur de fausses couvertures de journaux sportifs qui indique que tu as gagné le marathon de Paris. Parfait. Si jamais. D'accord. Bah, tu vois, ça peut être une contre-mesure. Voilà, donc merci beaucoup. Puis merci à FixMe. Est-ce que tu arrives à appuyer sur Échappe, à faire Alt-Tab, appuyer sur Stop Streaming dans les controls, la première, tout à droite en bas, la première. Là en bas? Ici. Et puis l'autre. Et puis l'autre aussi.